Ce jeudi 26 septembre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va prendre parole du haut de la tribune des Nations Unies. Un discours attendu par des milliers de Congolais et la communauté internationale. Ce rendez-vous est donc prévu pour 10h de New York, 17h de Kinshasa. Lancement ce jeudi de la campagne d'urgence contre la rougeole, c'est Kinshasa qui donne le ton pour les enfants dont la tranche d'âge varie entre 6 et 59 mois. Après l'espace du cinquantenaire, c'est un immeuble de 13 niveaux sur l'Imété 7e rue industrielle qui voit les travaux arrêtés. Le ministre d'État évoque le non-respect des normes architecturales. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour ce grand rendez-vous de l'actualité. Je le disais tantôt, les chefs d'État, de gouvernement prennent parole du haut de la tribune de l'ONU en marge de sa 74e Assemblée générale. De leur nombre, nous notons l'Américain Donald Trump qui prône le patriotisme au détriment du mondialisme. Et ce jeudi 26 septembre, ce sera justement le tour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de prononcer son discours à 10h de New York, 17h de Kinshasa. Un message très attendu par des milliers de Congolais et la communauté internationale. Mardi, il a reçu, toujours à New York, l'homme d'affaires américain et patron des Microsoft, Bill Gates. Autre actualité, le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, a donc été présenté officiellement à toutes les unités de la police par le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amouli, qui a demandé à toutes ces unités d'obéir au nouveau chef et au respect des lois et règlements de notre pays. La cérémonie a donc eu lieu aujourd'hui au quartier général de la police nationale congolaise. Au commissariat général de la police, toutes les unités ont été représentées à cette cérémonie par la police des garnisons de Kinshasa. Sur place, les autorités policières, les agents et cadres de la PNC sont là dès l'arrivée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, n'a pas voulu être long dans la présentation du vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous, cadres et agents de la police nationale congolaise, nous les respecterons et lui obéirons pour tout ce qu'il commandera. Le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur est présenté à la police. C'est le moment de prendre parole toute première fois qu'il s'adresse aux policiers. Son discours étant axé sur le respect des droits de l'homme et l'amélioration du social des policiers. C'est ici le lieu d'exprimer solennellement mon engagement à l'accompagner dans sa vision de bâtir un Congo réellement nouveau. C'est une des conséquences importantes de la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Et j'entends me consacrer de toutes mes forces à sa pleine réussite sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et la cérémonie s'est clôturée par un défilé de la police pour accueillir le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur. Parlons de l'éducation dans ce journal. Ce 24 septembre est dédié à l'alphabétisation et l'éducation de base par le Rotary Club de Kinshasa Mbinza. Occasion pour le président de ce club, Jean Mayembe, de souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les enfants de la République démocratique du Congo. La qualité de l'enseignement en RDC, la prise en charge, programme scolaire, égalité des chances, bref, les budgets alloués pour l'éducation. Voilà en substance les quelques idées ressorties au cours de cette journée dédiée à l'alphabétisation et à l'éducation des bases. Jean Mayembe, président du Rotary Club Kinshasa Mbinza, a souligné que le développement d'une nation ne doit passer que par l'importance et le moyen que l'on affecte dans les secteurs de l'éducation de la jeunesse. C'est à ce titre qu'il appartient à nous les Rotariens de donner l'opportunité à tous les enfants du monde en général et à ceux de nos communautés en particulier d'accéder à l'éducation. L'alphabétisation et l'éducation de base est l'un des 6 axes
stratégiques pour lesquelles le Rotary nous permet de faire des subventions mondiales et même des subventions de district. Et pour éclairer davantage sur les défis auxquels le système éducatif congolais est confronté, Mabiala Maumba explique. Mon rôle a été d'attirer l'attention sur les défis majeurs auxquels le système éducatif congolais est confronté. Ces défis appellent des solutions urgentes et des réformes urgentes. Il appartient à tous les Rotariens à s'investir pour l'accès de toute la jeunesse à l'éducation, non seulement des bases, mais aussi des qualités. Au ministère de la Formation professionnelle, arts et métiers, il a été question ce mercredi de proposer au nouveau ministre des pistes des solutions pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée susceptible de faire montre des innovations dans l'exercice de leur travail. John Tomba a donc reçu pour ce faire le coordonnateur national du secrétariat permanent d'appui et de la coordination du secteur de l'éducation. Les échanges s'avèrent importants pour le ministre de la Formation professionnelle, arts et métiers, John Tomba, qui a reçu dans son cabinet de travail le numéro 1 du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. En compagnie d'Alain Mazeto, partenaire technique du secteur éducatif, les différents plans d'action et indicateurs liés au fonctionnement du secteur ont été présentés au ministre. Nous étions venus parler de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, qui est un document de référence qui contient l'ensemble de réformes que le gouvernement compte mettre en place. Le gage de réussite de ces réformes, elles soient d'abord vues de manière holistique, parce qu'il n'y a pas de réformes éducatives qui puissent aboutir si elle n'est pas placée dans une perspective sectorielle. Et pour ça, nous avons donné un certain nombre d'exemples, etc. Et nous avons également insisté sur le fait que disposer d'une stratégie, c'est une bonne chose. Avoir conçu des réformes, c'est une très bonne chose. Mais il en est une autre qui est très importante, c'est trouver le financement pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes. Les échanges ont porté principalement sur des réformes ambitieuses pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et beaucoup plus performante et la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Les documents dont il est question permettent au gouvernement de concevoir, de mettre en œuvre et de faire le suivi de nouvelles réformes importantes susceptibles de relever les nouveaux défis dans la formation professionnelle. Je l'ai annoncé au sommaire, début de la campagne d'urgence de vaccination contre la rougeole. La RDC s'applique pendant ce temps à éradiquer l'épidémie sur l'ensemble de son territoire. C'est Kinshasa qui a donné le temps du lancement ce mercredi de cette campagne qui concerne les enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois. Josué Mouyumba. Partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et l'UNICEF, le gouvernement de la RDC a lancé la campagne de vaccination d'urgence pour éradiquer l'épidémie de rougeole sur l'ensemble du territoire national. Lancée depuis ce mercredi, cette campagne prendra 9 jours. Elle concerne les enfants de 6 à 59 mois. Environ 885 000 enfants sont concernés à travers 24 zones de santé. Selon le représentant au Congo-Kinshasa, la vaccination d'urgence fera en sorte que les milliers d'enfants bénéficient de la vaccination de routine. Plusieurs groupes d'enfants congolais nécessitent la vaccination. Le ministère de la Santé et ses partenaires sont appelés à conjuguer les efforts pour atteindre tous ces enfants. Les 24 zones de santé qui abritent la campagne d'urgence sont reparties dans 6 provinces, à savoir l'Équateur, la Mongala, le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe et le Kasaï oriental. Le coût de cette campagne s'élève à 2,5 millions de dollars américains, un prélèvement du Fonds mutualisé pour l'action humanitaire des Nations Unies. Le gouvernement congolais a également mis la main à la poche en disponibilisant 843 000 dollars américains pour cette fin. L'OMS a pour sa part mobilisé 500 000 dollars américains. La rougeole, autrement appelée première maladie, est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint principalement les enfants âgés de 5 à 6 mois et les jeunes adultes.
Faire appliquer les lois de la République en matière de l'urbanisme, architecture et habitat, le ministre Pius Mwabilou vient d'ordonner l'arrêt de travaux d'un immeuble dont la commune est limitée. Selon son constat, cet immeuble de 13 niveaux présente d'énormes risques de dégâts et expose ainsi les voisins au danger pour non-respect des normes urbanistiques dans sa construction. Juste après la pluie qui s'est abattue dans la capitale Kinshasa, Pius Mwabilou effectue sa descente sur terrain. Touché par les cris d'alarme des observateurs avertis, il commence le travail sur terrain à Limité. Et sur la place 7e rue industrielle, on peut observer cet immeuble de 13 niveaux accusé d'exposer les voisins à toute forme de danger. Situé au numéro 4 de l'avenue Echichi, il est visiblement construit sans respect d'une moindre norme architecturale, exposant ainsi des milliers de vies humaines. La colère du ministre d'État à l'urbanisme et habitat est automatique. Je ne sais pas qui vous a donné l'autorisation de bâtir, je ne sais pas si vous avez eu les avis urbanistiques. Dans ces pays, c'est mieux. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Mais voilà, moi je suis venu voir, votre bâtiment ici circule à travers le monde depuis hier. Moi je ne suis pas venu dans ce ministère pour laisser les Congolais vivre comme ça. Le fait seulement de voir les gens dans ce bâtiment, c'est un crime, mon frère. C'est vraiment un crime, ce n'est pas normal. Si vous avez l'argent, allez construire à un endroit viable. Nous avons des cabinets d'architectes, nous avons des conseillers, nous avons des gens qui peuvent vous donner des avis urbanistiques. Déterminé à faire appliquer les lois de la République sous la vision du chef de l'État, Pius Mwabilou a immédiatement convoqué les propriétaires du dit immeuble, médecin anéotique et spatial de son État, en vue de lui fournir des amples explications. Entre-temps, le ministre a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre du bâtiment, geste salué par les voisins. À propos de l'immeuble, vraiment, ils sont en danger. Mais les lots, pour la radio, le ministre Pius Mwabilou, a trouvé des solutions parce que tout est en danger. Tout est en danger. Nos voisins n'ont pas propre. Et dans le secteur de l'économie nationale, la ministre Akassia Bandoumbola a donc échangé aujourd'hui avec le président des groupes pétroliers. Autour de cet entretien figure l'état des lieux de relations entre l'État et le secteur pétrolier, mais aussi le système de consignation en RDC qui avantagerait bien entendu ces secteurs pour mettre fin à la rupture des stocks. C'est une nouvelle équipe. Nous lui avons confirmé notre soutien. Nous avons depuis plusieurs années établi un partenariat entre l'État et le secteur pétrolier qui a marché depuis plusieurs années et nous allons continuer à conjuguer les efforts ensemble pour approvisionner le pays, pour arriver partout et servir nos citoyens à des prix tels que régulés par le gouvernement. Et nous avons même indiqué à la nouvelle équipe qu'il faut absolument soutenir le système de consignation de produits dans le pays. C'est un système par lequel les fournisseurs de produits apportent les carburants dans le pays sous leur nom, avec la confiance que l'État ne va jamais réquisitionner leurs produits, mais aussi avec la confiance que les sociétés commerciales vont acheter leurs produits. Et donc, ils servent beaucoup le pays parce que, au lieu de faire payer les produits à l'avance, nous avons les produits qui sont disponibles dans le pays et les sociétés achètent au jour le jour des produits qui sont à l'intérieur du pays. C'est un très grand avantage, c'est exceptionnel comparé aux autres pays et donc nous avons demandé à la nouvelle équipe de soutenir ce système-là de façon qu'il n'y ait plus de rupture de stock. Dans un autre chapitre, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a effectué ce mercredi une descente dans la zone économique spéciale de Maluku pour s'enquérir de sa viabilité, étant donné que la zone économique spéciale de Maluku demeure un grand projet du gouvernement Ilunga pour attirer les investisseurs à venir œuvrer dans ce secteur. Les détails dans cet élément.
Un véritable homme de terrain, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahungia est descendu ce mercredi à la zone économique spéciale de Maluku avec ses 885 hectares où les infrastructures physiques de base doivent être construites par l'aménageur pour ainsi inciter les investisseurs d'y venir travailler. Ici, des explications claires lui ont été données par le responsable de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Ogi Bolanda. Créée en 1974, la société sidérurgique de Maluku, Socidaire, qui fabriquait des fers à béton, des tôles tombées en faillite, a été également visitée par le ministre de l'Industrie. C'est la société Arimex qui sera spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques et fabrication des câbles qui a sanctionné cette descente. Satisfait de la visite, le ministre de l'Industrie explique. La zone économique spéciale, qui est un grand projet du gouvernement congolais pour attirer les investisseurs à venir chez nous. Il fallait d'abord que je me rende compte de sa viabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai visité plus ou moins 2 stations. La première, c'était la station de la SNEL, parce que les investisseurs auront besoin d'électricité. Et là, je suis content qu'il y ait une disponibilité de plus de 75 MVA. J'ai visité la station de la Régie des eaux pour me rassurer qu'également il y aura de l'eau, parce que les industriels ont besoin de l'eau. En conclusion, j'ai retenu que la zone économique spéciale a déjà un aménageur qui a été recruté. Autour du bureau, Julien Paluku Kahungia a échangé avec les responsables de la minoterie de Matadi qui fabrique de farine, sémoule et aliments pour bétail. L'amélioration du climat des affaires a été au menu de ces face-à-face. Une question se pose, que pense la population de la mise en place du nouveau gouvernement Ilunkamba, en tout cas? Les intentions des 7 dernières ont été recueillies par le sondage Le Point. Selon ce dernier, 68% des Congolais croient en la capacité du gouvernement de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés jusqu'ici. 2 semaines après son investiture par l'Assemblée nationale, le gouvernement est très suivi dans ses actions par la population congolaise. Selon le premier sondage consacré au premier pas de différents ministres réalisé par Le Point, 68% de Congolais croient en la capacité du gouvernement de résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ainsi, après récolte et analyse de données, il s'est dégagé un tout premier top 10 de ministres du premier gouvernement de l'alternance en République démocratique du Congo. Selon Le Point, le vice-premier ministre, ministre de Budget, Jean-Baudouin Bayomambeke, est arrivé en tête de ce classement avec 65% d'opinions favorables pour avoir notamment déniché les 5000 comptes fictifs des agents publics. Classé 2e, Sélé Yalagouli, ministre de Finances, rassure le Congolais, sa rigueur, son savoir-faire et sa promesse de faire de finances publiques un instrument de développement du pays qui constitue un motif de satisfaction pour la population. 60% de Congolais croient en sa capacité de réussir. Sondage Le Point note que la 3e place est occupée par le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Malendo, avec 58% d'opinions favorables. Pius Mwabilou, ministre d'État, Urbanisme et Habitat, convainc 57% de Congolais et se classe 4e. À la 5e place de ce baromètre se trouve Néné Nkulu Ilunga avec 56%. Lucien Mboussa, ministre de Commerce extérieur, figure à la 6e place de ce baromètre avec 55% d'opinion, suivi du vice-premier ministre en charge de la justice, Tundaya Kasende, avec 54% d'opinion favorable. Didier Mazenga, ministre de Transport et Voies de Communication, figure quant à lui à la 8e place avec 53% d'opinion favorable. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzenza, et le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophone, Pépin Guillaume Majolo, arrivent quant à eux respectivement à la 9e et 10e place de ce baromètre avec 51% d'opinion favorable. Revenons pendant ce temps sur les vacances parlementaires du député national Anissé Babanga. Il a été accueilli dans sa circonscription électorale à Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, par ses électeurs. Drapelet flottant, cris de joie, klaxons de scooter. C'est sous cette ambiance que le député national Anissé Babanga était accueilli dans sa circonscription électorale à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, dans le cadre de son vacances parlementaires. Au lendemain de son arrivée, l'élu d'Inongo a eu un entretien avec la délégation des enseignants dont les salaires ne pas régulièrement payés par une banque qui tente de s'implanter dans cette ville et dont les services semblent être lourds. Le même jour, Anissé Babanga a effectué une visite à la prison centrale de cette ville
où les détenus sont gardés dans des conditions déplorables et dans un bâtiment délabré. Ici, il a fait un don de nourriture et a payé les cautions des prisonniers qui étaient éligibles pour être relâchés. Au lendemain de cette visite, les fils du terroir est allé participer à la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction de l'Institut Paul Maurice, qui porte le nom d'un homme politique, ami à Patrice Emery Lumumba. Juste après, il a également visité le malade à l'hôpital général de référence d'Inongo, dont les équipements sont en vétusté et manquent de médicaments. Comme partout où il est passé, un geste de générosité n'a pas manqué, en payant le facture de femmes qui avaient accouché et pour d'autres malades. Avant de quitter Inongo, l'honorable Anissé Babanga a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué les fonctionnements de l'Assemblée nationale sous la présidence de Jeanine Mabunda. En définitive, il a invité toute la population à soutenir la stabilité des institutions publiques. Congo Airways a, au cours du point de presse de ce mercredi, annoncé le renouvellement du certificat EIOSA pour une durée de 2 ans. Une manière pour les directeurs généraux Désiré Balaziré de féliciter tous les agents et cadres pour leurs efforts dans l'aboutissement de ce résultat qui fait la fierté de la RDC. Devant les professionnels des médias, cadres et agents de Congo Airways, le directeur général de cette entreprise a tenu à féliciter les employés pour le sacrifice consenti dans le renouvellement du certificat EIOSA pour une durée de 2 ans. Ce résultat, qui est exceptionnel de l'audit, est une preuve supplémentaire du dévouement de tous les employés de Congo Airways à la sécurité de nos passagers ainsi que la conformité opérationnelle de notre compagnie nationale. L'audit de renouvellement EIOSA s'est déroulé du 10 au 14 juin 2019 et a démontré que Congo Airways a mis en œuvre un système efficace de gestion de la sécurité et de la qualité dans l'ensemble de la compagnie. L'audit des renouvellements a vérifié la conformité avec plus de 980 standards et pratiques qui sont recommandés. Ce sont des ISAP par les programmes EIOSA. Dans 8 domaines opérationnels de la compagnie, à savoir, il y a d'abord l'organisation et la gestion, et puis il y a les opérations aériennes, opération des cabines, contrôle opérationnel et régulation des vols, et puis il y a l'opération dans des manutentions au sol, opération cargo, gestion de la sécurité, ingénierie, maintenance aéronautique. Les EIOSA est un audit donc, qui est augmenté par EIOSA et qui prend en compte les audits annuels de l'opérateur, donc interne et externe, et qui comprennent tous les standards et pratiques recommandées. La compagnie nationale opère déjà sur le plan international et envisage très prochainement de démarrer les vols intercontinentaux suite à l'acquisition de nouveaux aéronefs dans un proche avenir grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le reste de l'actualité, la DGDA a donc lancé les travaux de la 10e rencontre de points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux ont porté sur les thèmes maîtriser la gestion de projets et la mesure de la performance pour une meilleure mise en œuvre sur la facilitation des échanges et la zone de libre-échange continentale africaine. C'est au Roméo Golf que s'est ouvert les assises de la 10e rencontre de points de contact de la région de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ce mardi 24 septembre. Placé sous le thème « Maîtriser la gestion de projets et la mesure de performance pour une meilleure mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et la zone de libre-échange continentale africaine », ce travaux se veulent un cadre de change d'expérience de bonnes pratiques dans ce domaine en vue d'une meilleure mise en œuvre de l'AF et du ZELCAF. La DGDA qui a ouvert solennellement ses assises l'estime très bénéfique non seulement pour la RDC, mais également pour toute la région. À l'instar de l'Organisation mondiale des douanes, la DGDA considère la gestion des projets comme un outil essentiel pouvant contribuer à la réforme et à la modernisation. Donc il est impérieux, dans le cadre de ces travaux, d'échanger vos expériences et les bonnes pratiques dans ce domaine. Nous sommes des instruments pour la matérialisation et le succès de cet accord entré en vigueur depuis le 31 mars
2018. Le directeur général adjoint de la DGA a précisé que sa structure répond au contexte SMART à son poste frontalier des Kasumbalesa situé au sud-est du pays, mais aussi fournit des efforts pour ceux de Lufu et des Mahagi. Cette rencontre annuelle de points de contact qui coïncide avec les 10 ans d'existence de cette institution a connu la participation des directeurs généraux de douane de l'Afrique de l'Ouest et du centre ainsi que plusieurs autorités de marque. À peine devenue commune, Fungurome se transforme chaque jour qui passe. Cette entité va désormais avoir une avenue interne principale de plus de 2,5 km. C'est le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons du Lualaba qui a procédé au lancement des travaux. C'est une cérémonie importante pour les habitants de la commune de Fungurome, dans la province du Lualaba, qui devront voir dans les jours à venir cette route interne Kansolondo longue de 2,57 km être réhabilitée et construite par l'entreprise Malta Forest sous un financement réparti à 65% comme quota de ces géants dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo, Tenke Fungurome Mining, qui vient de disponibiliser pour ce projet de développement communautaire une somme d'1 500 000 $ américains sous un coût global du projet évalué à 2 300 000 $. L'homme le plus heureux, c'est le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons qui se sont honorés par ce projet qui répond valablement à ce slogan, cheval de bataille du mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous disons le peuple d'abord, qui priorise l'intérêt des populations locales avant toute chose. Comment voulez-vous qu'on développe le pays si à la base, là où les conditions sont remplies, on ne crée pas les conditions de développement? Ce n'est pas normal. À cette même occasion, le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons a visité une sous-station du courant électrique que vient de mettre en place TFM pour renforcer l'électrification de la commune de Fungurome, bien avant de lancer officiellement les travaux de la route Kansolondo et de procéder à l'inauguration d'un système de signalisation routière au Pour accompagner la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'éducation, de base, la Fondation Pierre Kangoudia a remis un lot important des fournitures scolaires pour sa circonscription électorale de Mont-Amba. Ce sont les mamans de Kisenso, Lemba et Matete qui en ont été bénéficiaires. Le district de Mont-Amba vibre au rythme de la Fondation Pierre Kangoudia World. La coordonnatrice nationale avec son équipe vont à la rencontre des familles pour parler rentrée scolaire. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Makanga numéro 6 pour la remise des fournitures pour soulager tant soit peu ces familles en ce temps de rentrée de classe. La deuxième étape, c'est la commune de Lemba, à Mangrandel, avec l'orphelinat Eden, qui s'occupe de l'encadrement des enfants dits vulnérables. Et la tournée se clôture à Matete au quartier Kwenge, à la mosquée Aksoa et en présence du vice-ministre des hydrocarbures, Lima Moussa Mondo. Ce don, constitué de cahiers, stylos, sacs pour élèves, lui ont été remis pour le remettre à son tour entre les mains des responsables de la mosquée. Toujours présente, la Fondation Pierre Kangoudia World rêve d'un Congo meilleur avec la contribution des différentes fondations pour le bien-être de tous. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était avec joie parce que nous, la Fondation Kangoudia World, nous avons plaisir à donner, à offrir. Tout ce que nous voulons, c'est voir la joie, le sourire sur le visage de ceux qui ne pouvaient pas se procurer des cahiers pour ramener leurs enfants à l'école. Nous avons réussi notre mission. Voilà. Parce que c'est vrai que les enfants ont bénéficié de la gratuité par rapport aux frais scolaires, mais il faudrait qu'ils aient de quoi leur permettre d'écrire pour garder note des enseignements qu'ils vont avoir à l'école. Nous avions prévu des cahiers, des stylos, pourquoi pas des cartables. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Avant de nous quitter, voici les rappels de principaux titres. Ce jeudi 26 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi va prendre parole du haut de la tribune des Nations Unies. Un discours attendu par des milliers de Congolais et la communauté internationale. Les rendez-vous est donc fixé pour 10 h de New York et 17 h de Kinshasa.
Lancement ce jeudi de la campagne d'urgence contre la rougeole. C'est Kinshasa qui donne le temps pour les enfants dont la tranche d'âge varie entre 6 et 59 mois. Après l'espace du cinquantenaire, c'est un immeuble de 13 niveaux sur l'Imété 7e rue industrielle qui voit les travaux arrêtés. Le ministre d'État Pius Mwabilou évoque le non-respect des normes architecturales. Merci à tous pour votre fidélité. Restez sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Bonsoir chez vous. L'actualité reste en continu sur www.tele50.net.